Mots d'enfance. Une nouvelle inédite de Isabelle Marcet. Tu peux m'écrire un poème sur un hérisson? Je lève mon stylo et regarde ma tante, les yeux ronds. J'ai 8 ans. La gamine que je suis griffonne depuis qu'elle sait lire, ou à peu près. Des textes en prose, en vers libre, des historiettes qu'elle raconte à ses poupées. Un poème sur un hérisson. Pourquoi pas sur un mouton tant qu'elle y est? C'est mon premier texte de commande. Et cette suggestion me hérisse, me choque, comme si ma tante me prenait pour un singe savant en me demandant de faire un petit tour de piste. Je suis une fillette recroquevillée sur sa chaise qui ne répond rien dans la salle à manger de sa grand-mère, tapissée de feuilles de marronnier orangées, de larges feuilles envahissantes sur un papier jauni, typique des années 70. Je suis cette gamine qui écrit en secret, le nez en l'air, à l'affût de l'inspiration, à l'écoute des mots, de leurs pulsations, et qui veut, avant tout, être surprise. Être un singe savant ou un écrivain ne me dit rien. Rien qui vaille. Je range mon stylo. Dans écrivain, il y a cet adjectif que j'entends très tôt, vain. Et ce substantif, vanité. Rip, le hérisson de ma tante. Pas de chance, il s'est fait écraser. Fin et début de l'histoire. Je n'écris plus pendant 2 ans, peut-être 3. À l'époque, on voit encore plein de déesses dans la rue, et le pape est un pis quelque chose. Tous les volets des maisons sont marrons. Ma grand-mère utilise une machine singère, et le monde ressemble à un cendrier gigantesque. Mon père roule en R12 et fume d'horribles gauloises qui me donnent la nausée. Rien que la vue du paquet bleu. En 20 ans, il aura presque toute la gamme des Renault, avec le dernier modèle en guise d'apothéose, une R30 de GTS, avec la clim et les vitres fumées. Dans la voiture avec ma sœur, je chante avec ferveur les tubes du groupe ABBA. De Clo-Clo ou de Dalida, en ouvrant les vitres et en comptant les vaches dans les prés. Les paillettes des Claudettes et leurs corées nous font rêver. Dès que ma mère a le dos tourné, on pique ses talons pour faire « Alexandrie, Alexandra », en moulinant des jambes et des bras devant le miroir de la salle à manger. Dans la cour de l'école, à la récré, je suis toujours avec les garçons. Je joue aux billes, au foot en shootant dans une balle de tennis qui fait office de ballon. Les chichis des filles qui se crêpent le chignon me rasent au plus haut point. On me traite parfois de garçon manqué, et j'appartiens peut-être au genre androgyne ou au sexe neutre avant la lettre, qui sait. Je passe de longues heures sur la balançoire du jardin en chantant des ballades improvisées pour mon amoureux à sens unique. Un véritable moulin à paroles, cette môme. Quelle pipelette! Répète ma mère. Je saoule mes parents, je saoule mes enseignants et j'apprends les conjugaisons ou les tables de multiplication grâce aux punitions pour bavardage en classe. Raconter un souvenir d'enfance. Je maudis mon professeur de 6e en découvrant le sujet. Je n'ai pas du tout envie de raconter ma vie, mais alors pas du tout. Seul m'intéresse la fiction, l'évasion, la transmutation du réel. Pour raconter d'autres vies que la mienne, entrer dans la peau d'autres personnages, vivre d'autres situations, sinon à quoi bon? C'est toi qui as écrit l'histoire de... Le prof de français les met rédac en classe, puis les passe à une collègue. Je jouis donc d'une petite notoriété au collège. Je réponds que ce n'est pas moi, pas vraiment, ce sont les mots. L'histoire s'est écrite à partir d'un rythme de sonorité toute seule, à partir de mots qui détalent au galop et dont je tiens à peine la bride. L'ivresse vient de là. Les mots en semi-liberté qui forment une histoire que je découvre peu à peu. C'est ce qui me plaît, ce qui me pousse à écrire, par intermittence, des textes de toutes sortes, de mini-pièces de théâtre, des chansons, sans lien avec ma vie. Me raconter, moi, mes amis, mes émois, quel intérêt? Pourquoi écrire quand on connaît déjà la chute? Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Ma grand-mère a terminé mon premier roman. L'histoire d'une femme dont l'amant de passage meurt en plein coït et qui cherche à renouveler l'expérience de l'étreinte qui tue, en passant une annonce
de garde-malade. Elle craint pour ma santé mentale et pour mon avenir. Le personnage principal, forcément, c'est moi, non? Sa voix tremble, la famille se tait. Leur aurais-je caché un pan inavouable de ma vie? Il respire et me félicite quand paraissent des articles dans Le Monde, dans Elle, dans Le Canard et dans l'IB qui parlent d'humour noir. Ma famille se demande où je vais chercher tout ça. Mais elle est très fière de moi. 2 propositions d'éditeurs, Flammarion, Grasset, pour un manuscrit envoyé par la poste. Ce n'est pas rien. Certains se posent toutefois la question, pourquoi avoir changé de nom? Marcé, ça fait penser un peu à Marcel, non? Bof, bof. J'écris de la fiction, avec un nom de fiction, logique. Pas pour voir mon patronyme, et encore moins sa trombine sur la couverture d'un livre. Ils ignorent le pire, le pseudo auquel j'ai échappé, celui que Raphaël Sorin, en pape de l'édition, m'avait réservé et que j'ai refusé, Isabelle de Clèves, pour un premier roman intitulé Le poisson qui rêve. 15 bouquins plus tard, j'ai toujours un peu de mal à dire que j'écris, que je publie. Sans être secrète, cette activité d'auteur ou de romancière reste discrète. Quand un livre paraît, j'ai plutôt tendance à raser les murs, à faire le dos rond. Et je nourris un rêve, être lu sans être vu, sans passer par les cases salon du livre, interview, promo. Être un auteur fantôme, disparaître dans mes livres, sous les mots, pour passer sans transition d'une histoire à une autre, en changeant chaque fois de genre, de créneau. 15 livres après, je suis toujours cette môme qui griffonne, recroquevillée sur sa chaise, et les feuilles de manuscrits voltigent sur mon lit, dans mon salon, comme les feuilles qui ornaient la tapisserie de ma grand-mère, près de sa machine Singer ou de la cafetière italienne, qui fume encore sur son réchaud. Mots d'enfance d'Isabelle Marcé.